Smart et réglo autour de la clause de non-concurrence. Alors, quelques lignes souvent glissées dans votre contrat de travail. Une clause qui entraîne un certain nombre d'obligations. Nathalie Attias, bonjour. Bonjour Vanny. Bonjour Nathalie, vous êtes avocate et présidente fondatrice de mesaccordscollectifs.com. C'est une plateforme dédiée aux dirigeants, responsables RH, qui leur permettent de générer des projets d'accords collectifs en quelques minutes seulement. Exactement. C'est ça. Alors, le droit de travailler est inscrit dans la loi, c'est une chose. La libre concurrence aussi. Aujourd'hui, est-ce qu'une société est libre, totalement libre de faire concurrence dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel? Tout à fait. En fait, c'est une liberté fondamentale, la liberté de travailler, la liberté d'entreprendre et l'égalité de tous à pouvoir avoir les mêmes armes pour développer leur activité et avoir un développement commercial. Et donc, tout ça, ce sont des principes constitutionnels. Ça veut dire que donc, toutes les entreprises sont libres de se faire une concurrence sous réserve d'utiliser des moyens loyaux. Voilà. Ce qui est interdit, c'est la concurrence déloyale. On y reviendra. Alors, qu'est-ce qui est considéré comme loyal? Alors, plutôt, on va dire ce qui est considéré comme déloyal, plutôt. Oui. Parce qu'en fait, c'est comme ça. Comme c'est une liberté, il faut surtout envisager les exceptions. Donc, ce qui est interdit, c'est par exemple de débaucher des salariés dans une autre compagnie. Quand on veut essayer de déstabiliser un concurrent et qu'on essaye d'aller débaucher toute une équipe, par exemple, là, on peut mettre une entreprise à terre. C'est aussi utiliser des moyens déloyaux, comme par exemple créer de la confusion avec un concurrent. On va jouer sur la marque. On va essayer de montrer que finalement, c'est pas l'autre, mais c'est nous. C'est le détournement de clientèle. C'est essayer d'aller chercher des clients en se faisant passer pour un autre. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle des moyens déloyaux qui sont absolument interdits et réprimés par les tribunaux. C'est le juge qui... non, c'est l'entreprise qui crée la confusion. C'est-à-dire, par exemple, c'est le juge qui statue. Est-ce qu'il y a vraiment confusion ou non? Et sur quoi ça se base? Alors, il faut que les parties, la partie qui se plaint d'être victime d'une concurrence déloyale, il faut qu'elle rapporte la preuve. C'est toujours la même problématique. Quand on saisit un tribunal, il faut rapporter la preuve de ces allégations. Donc, l'entreprise, très souvent d'ailleurs, les entreprises, pour déterminer, pour démontrer la déloyauté, vont utiliser des détectives privés. Et donc détective privé. Donc il y a un filtre l'entreprise. C'est ce que font les entreprises en général quand elles suspectent qu'un concurrent est en train d'utiliser des moyens déloyaux, de détourner ses clients par exemple. Ils vont faire une surveillance par un détective. Ils peuvent même aller jusqu'à aller demander une autorisation au tribunal de commerce de venir faire une forme de perquisition civile, c'est-à-dire que un huissier débarque avec un commissaire de police et vient demander à examiner tous les disques durs. Et c'est comme ça qu'on arrive très souvent à démontrer que l'entreprise s'est mal comportée et qu'elle a utilisé donc des moyens déloyaux. Évidemment, cette possibilité n'est ouverte que si elle est préalablement autorisée par un juge. Voilà. Pour ce qui est de la clause de non-concurrence, quelles sont les conditions pour qu'elle soit valable? Voilà. Donc, je vous disais que n'importe qui peut faire concurrence et donc un salarié d'une entreprise peut tout à fait avoir le droit d'aller travailler dans une entreprise concurrente ou de créer sa propre entreprise concurrente de son ancien employeur. Il a le droit si... C'est un principe, il a le droit. La seule raison pour laquelle il ne pourrait pas le faire, ce serait alors, d'utiliser des moyens déloyaux, c'est ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire profiter de son départ pour dire à ses anciens collègues « Et dis donc, viens avec moi, je vais te payer plus cher, tu vas voir ». Comme il a déjà le portefeuille client de l'ancien employeur, il connaît tous les partenaires, toutes les astuces. Ça peut être une force d'ailleurs quand on lance son entreprise. Bien sûr. Et en général, les salariés, qui ont travaillé longtemps dans une entreprise, en général, ils essayent de s'installer pour faire la même chose. C'est en principe autorisé. C'est interdit lorsque le contrat de travail prévoit une clause de non-concurrence. C'est-à-dire que quand on est recruté, quand l'employeur recrute un salarié, d'ores et déjà, il considère que le poste auquel il le recrute est un poste qui est selon lui stratégique. Ou alors, il considère que son activité comporte un savoir-faire très spécifique ou des secrets de fabrication, et il se dit « Je n'ai pas envie que ce salarié, si un jour il part, utilise tout ce qu'il a appris chez moi, avec toutes les informations qu'il a acquises chez moi. » Et donc, je vais lui mettre une clause de non-concurrence qui va l'obliger, qui va lui interdire de s'installer à son compte ou d'aller dans une entreprise concurrente. Cette clause, elle peut être inscrite à la signature du contrat de travail, mais elle peut être aussi rajoutée via un avenant.
postérieurement, ça peut être, ça c'est la volonté des parties, c'est l'accord des parties. Comment l'activité évolue aussi, j'imagine. Bien sûr, et puis il y a aussi le poste. Parce qu'un salarié pouvait très bien être initialement, je sais pas moi, simple vendeur, puis il se retrouve, je sais pas moi, directeur commercial avec des informations beaucoup plus stratégiques. Et donc là, à ce moment-là, ça fait sens que l'entreprise lui dise, bah, écoute, maintenant que tu as un super poste, que tu as une très bonne rémunération et que tu as accès à des informations classifiées, confidentielles, je souhaite que tu aies une clause de non-concurrence. Le salarié peut dire non, je refuse. Mais bon, si le salarié est dans une dynamique de développement avec l'entreprise, il va le faire. Et dans cette clause, qu'est-ce qu'il doit y avoir pour qu'elle soit valable ? Donc, pour qu'elle soit valable, il y a, on va dire, 4 grands types de conditions. La première, il faut que la clause de non-concurrence, comme on est dans une exception à un principe constitutionnel de liberté fondamentale, donc il faut que vraiment l'entreprise justifie d'un intérêt légitime à protéger son activité et ses informations. Je veux dire, je ne sais pas, moi, un supermarché, on ne voit pas très bien quel genre d'informations confidentielles il pourrait avoir. Encore que, si c'est une... Mais doit le justifier auprès de qui pour en cas de contentieux, vis-à-vis d'un juge, parce que le juge, il va être amené ensuite à dire si la clause est valable ou non. D'accord ? Et donc, ça, c'est la première condition, c'est protection des intérêts légitimes de l'entreprise. Ou plutôt, l'entreprise doit avoir un intérêt légitime à protéger ses intérêts. Deuxième condition, qui est quand même le gros de l'essentiel, c'est une limitation dans le temps et dans l'espace. On ne peut pas interdire à un salarié de travailler définitivement dans le secteur qu'il connaît. On accepte une restriction à sa liberté, mais il faut qu'elle soit courte. En tout cas, limitée dans le temps. Après, fois la sortie Alors après, c'est une appréciation. Oui, bien sûr. Une fois qu'il part, une fois qu'il s'en va, attention, la clause de non-concurrence s'applique à la sortie du salarié, après la rupture du contrat de travail. C'est une forme de survivance du contrat de travail postérieur au départ. Parce qu'il y a une clause qui lie les parties. Donc, il faut qu'elle soit limitée dans le temps. Et la durée, elle est appréciée, on va dire, concrètement par les juges. On va dire, 2 ans, c'est peut-être beaucoup en valeur, mais si on lui dit 2 ans, mais tu n'as pas le droit de travailler juste dans le département 92, par exemple, on se dit il faut que ce soit proportionnel aussi à la... Exactement, il faut que ce soit la recherche de c'est tout à fait ça, c'est la recherche de la proportionnalité entre l'interdiction, la restriction apportée à la liberté et les intérêts de l'entreprise. Et donc, on va apprécier le temps et l'espace. Il faut qu'elle soit aussi limitée dans l'espace. On ne peut pas dire à un salarié, je vais t'interdire de travailler pendant 6 mois, mais sur toute l'Europe. Parce que on ne peut plus travailler. Ben oui, concrètement, si on lui interdit de travailler sur toute l'Europe, ça implique tellement de conséquences pour le salarié d'aller travailler en dehors de l'Europe, familiale, etc. De valeur, dès lors qu'il y a une clause. Alors, donc ça, c'est les deuxièmes conditions. Alors, la troisième condition qui est aussi importante, c'est il faut tenir compte des spécificités de l'emploi du salarié. Par exemple, dans une entreprise qui a un intérêt légitime à protéger des secrets de fabrication, on ne va pas interdire à un vendeur ou à un manutentionnaire d'aller travailler ailleurs. Le manutentionnaire, il n'a pas forcément des informations. En revanche, le directeur de la recherche, de recherche et développement, lui, est détenteur de vrais secrets, et donc lui, on peut comprendre. Et la quatrième condition, qui est une condition qui a été rajoutée par la jurisprudence, c'est une contrepartie pécuniaire. Ok, on peut interdire à un salarié d'aller à la concurrence, mais il faut le payer, parce que du coup, il va perdre dans sa réemployabilité, il va perdre du revenu, et donc il faut le compenser. Voilà. Avant de nous quitter, que se passe-t-il si une entreprise embauche un salarié qu'elle sait lié ? Alors là, c'est grave. Oui, c'est grave parce que, et ça se passe très souvent d'ailleurs, une entreprise qui sait un salarié qu'elle recrute lié par une clause de non-concurrence, elle est caractérisée de mauvaise foi et donc elle peut être complice de la concurrence déloyale. Et donc on se retrouve là avec une action devant le tribunal de commerce contre l'entreprise qui a recruté et une action devant le conseil de prud'homme contre le salarié qui a violé sa clause de non-concurrence. Il y a un risque aussi pour le salarié. Évidemment, un risque important. Et c'est une amende ? C'est une grosse amende. Des dommages d'intérêt même, des dommages d'intérêt, puisque parfois les clauses comportent des clauses pénales, c'est-à-dire un montant forfaitaire en fonction du nombre d'infractions constatées, c'est-à-dire le nombre de clients qu'il est allé débaucher, détourner, ou de salariés qu'il a débauchés. Mais après, c'est une appréciation des juges du fond en fonction de la réalité du préjudice. Si une entreprise vient dire, mais attendez, moi, il m'a détourné 1 million d'euros de chiffre d'affaires, il s'expose virtuellement à être condamné en complicité. Rembourser. Mais oui, à payer.
Merci beaucoup Nathalie Attias. Merci Fanny, à vous. Nathalie Attias, avocate et présidente fondatrice de mesaccordscollectifs.com. C'est maintenant l'heure de la pause café. Un CV, des expériences, c'est bien. Des valeurs, c'est peut-être mieux, surtout si elles rejoignent celles de l'entreprise que l'on souhaite rejoindre. Décryptage d'une nouvelle tendance en matière de recrutement avec Sybille Aoudjan.